Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la vibe création, dans le vibe marketing? On n'y est pas déjà? Moi, si j'ai un seul conseil dans ce podcast à donner aux gens, c'est, quel que soit votre métier, regardez comment on vibe code, non pas pour coder, mais pour vous donner une idée de comment votre métier va évoluer, parce que vous allez faire de la vibe finance très très bientôt, et comme ça vous pourrez anticiper. C'est à partir de ces modèles-là qui viennent de sortir qu'on peut faire de l'agentique de manière vraiment aboutie. En une journée, tu peux transformer un département dans sa compréhension de l'IA, de ses usages, etc. Quand on met ces documents dans ChatGPT Entreprise, en fait, on les met dans les mains de sociétés américaines, donc pour lesquelles la loi américaine s'applique. On considère qu'il y a à peu près 25-30% des gens en France et dans le reste de l'Europe qui ont vraiment basculé de manière très significative d'une recherche de marques et de produits avec des chatbots IA versus Google. Mathieu, comment vas-tu? Mais très bien, Jérôme, c'est un plaisir d'être là avec toi Mais tu aujourd'hui. sais que ça me fait très très plaisir, je suis ravi. Et je vais te dire, parce qu'on se connaît maintenant depuis un petit peu de temps, et tu as un parcours à la fois d'entrepreneur, d'homme de communication, de geek, aujourd'hui à nouveau d'entrepreneur et dans le domaine de l'IA. Donc aujourd'hui, c'est un peu tous les sujets dont on va parler. Je disais entrepreneur jeune parce que tu as créé Data Planet. Alors, en quelle année tu avais créé? C'était ta première société, c'est ça, Data Alors, Planet? c'était juste après mes études, à 23 ans, donc je vais 96, donc on peut déduire mon âge comme ça. C'est ça, c'est bien en introduction. Et cette société-là, tu l'as revendue ensuite, c'est Oui, ça? je l'ai revendu en 2000 à Havas, qui avait besoin d'accélérer sur la data et le digital, et donc on a fait affaire en 2000. Alors, déjà avec Avas, un énorme groupe. Ensuite, Publicis. Ouais. Ensuite, Accenture. Ouais. Ensuite, WPP. Et ensuite, tu reviens dans le domaine de l'entrepreneuriat pour créer Adaptive AI. Et là, on va en parler longuement. Et donc, c'est ce regard d'homme de communication, de geek, à la fois sur le domaine de l'entrepreneuriat et également sur l'AI, eh bien, que je suis ravi d'aborder avec toi aujourd'hui. Alors, première question, quel a été le déclic? Tu es un homme de communication, tu es à la tête d'un des plus grands groupes en France. Je crois que tu étais à la fois country manager et CEO de Groupchem. À quel moment tu t'es dit, je vais arrêter tout ça? On est bien installé, on a une jolie poste. À quel moment tu t'es dit, j'arrête tout ça, je fonce dans la vie? L'AI, bon, d'abord, j'aime la tech. Donc, bon, quand l'AI est remontée en puissance, évidemment, j'ai eu envie d'y participer. En plus, l'entrepreneuriat, ça me fait pas trop peur, voire ça me motive énormément. Mais en fait, il y a un fait déclencheur qui est assez intéressant, qui est que WPP m'a proposé, au moment, en 2021, au moment où on commençait à considérer que l'AI pouvait avoir un impact sur la com, de faire un master à Oxford. Wow. Donc, aller à Oxford et faire un master et plusieurs semaines, etc. D'accord. C'est incroyable ça. Le groupe te propose ce master-là Ouais. et de partir pour te former sur un sujet. Ouais. Et donc, le sujet du master, c'était AI for Business. Et donc, j'y suis allé évidemment avec énorme plaisir et énorme envie. Et en fait, il s'est passé un truc qui se passe peut-être moins dans les universités françaises, c'est que à Oxford, un des points forts, c'est qu'ils invitent des startups et ils invitent les meilleurs. Et en l'occurrence, comme le master était entre 2021 et 2022 et que c'est le moment de l'apparition de l'IA générative pile à ce moment-là, il y a des sociétés US qui sont venues, qui venaient de se fonder et qui avaient déjà compris comment mettre en œuvre l'IA générative pour les entreprises. Et donc, ils sont arrivés avec des projets de trucs qui marchaient dans les entreprises, en particulier dans la création. Exemple, création de scénarios pour aider la production de films, etc. Et en 2021, c'était hallucinant. Et donc, en rentrant, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire pour faire de l'IA générative, non pas juste un truc sympa, ChatGPT, grand public, mais un truc vraiment professionnel. Et donc, j'ai lancé Adaptive AI dans la foulée. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que on va dire que pour le plus grand nombre, les LLM, ChatGPT est arrivé en 2023. C'est-à-dire que pour nous tous, l'IA générative, c'est 2023. Et donc, toi, c'était déjà en 2021 que tu avais eu déjà Voilà, entre 2021 et 2022, Ouais. il y a commencé à avoir des premiers modèles, on a vu des trucs. Ça pesait pas autant que maintenant. Non, ça pesait pas. Et honnêtement, ça m'aurait échappé si il n'y avait pas des gens, souvent c'est les US qui lead le monde de la tech, s'il n'y avait pas eu des entrepreneurs US qui étaient venus à Oxford pour raconter leurs projets et avec qui j'ai pu parler après les sessions, etc. Et en fait, c'est une chance énorme. Ouais. Le machine learning,
honnêtement, je connaissais ça très bien. Et le seul truc que j'ai pas vu du tout, c'est l'application du machine learning à la génération de contenu. Et ça a été, c'est une adaptation des modèles. On va pas parler tech, mais enfin l'idée c'est que c'est quand même les mêmes modèles, mais qui sont un peu adaptés. Et ça c'est révolutionnaire pour le coup. D'accord. Donc tu connaissais le machine learning, mais son adaptation, telle que tu as pu l'envisager en 2021, elle était toute nouvelle. Donc la capacité des LLM finalement à contribuer à créer du contenu, voilà. C'était un peu le premier use case qu'on a pu observer. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que quand on avait un chatbot et qu'on commençait à discuter avec ChatGPT à l'époque, on était évidemment fasciné par le fait qu'il réponde, etc. Ouais. Mais l'usage dans l'entreprise, on ne le voyait pas clairement. Et en fait, il avait déjà des façons, et c'est ça que j'ai fabriqué comme projet de start-up, puis c'est devenu Adaptive AI, puis ça s'est industrialisé. Le projet de start-up, c'était dire quoi? C'était dire l'entreprise a de la connaissance. Si le modèle apprend sur cette connaissance et se spécialise sur cette connaissance, il va répondre avec une acuité incroyable sur des sujets professionnels. Et maintenant, ça paraît presque banal que les modèles s'appuient sur la connaissance d'entreprise, mais à l'époque, c'était pas mal. Et donc, c'est ça que j'ai créé à ce moment-là, de 2022-2023. D'accord. On va revenir sur Adaptive AI et toutes ces fonctions. Donc, tu sors pour revenir à ce moment-là clé 2021, tu fais donc ce master à Oxford. Quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as cette révélation-là, tu dis il faut y aller, il y a un océan bleu qui se présente devant moi. Tu t'inspires à ce moment-là de modèles américains. Tu disais qu'évidemment, ils sont toujours en avance. Comment ça se passe? Ou tu essaies de partir d'une feuille blanche un peu en réinventant en fait, une nouvelle approche pour créer des contenus, faire de la documentation, faire de l'analyse de data. Comment ça s'est passé à ce moment-là pour fabriquer un petit peu le projet? En fait, j'ai tout de suite prototypé une solution avec une équipe que je connais depuis très longtemps, qui est super forte en tech, qui est maintenant l'équipe de Adaptive AI. Et cette solution, elle marchait, quoi. Et ce prototype, je l'ai montré à des grandes entreprises que je connaissais bien, des gens que je connaissais bien, que je voyais tous les jours. Je leur ai dit, j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, c'est ces grandes entreprises-là qui m'ont dit, mais c'est incroyable, mais si tu avances, potentiellement, ça nous intéresse, quoi. Et donc, quand on a un début de produit, des débuts de clients, il faudrait être fou pour pas se dire, on va faire un début d'entreprise, quoi. Ouais. Et donc, j'y suis allé, quoi. D'accord. Et d'autant plus que l'entrepreneuriat, c'est quand même ce par quoi tu as commencé ta carrière. Et comment tu vois l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce que c'est vrai que, on parle aussi de French Tech, on dit que parfois elle s'essouffle un petit peu en ce moment, que les investissements sont un peu moindres. Comment tu vois ce monde de l'entrepreneuriat? Donc, est-ce que tu as créé en France à 100%? Est-ce que tu t'es déployé déjà à l'international? Et comment tu le compares par rapport à ta première entreprise que tu as créée? Est-ce que c'est plus simple, c'est plus compliqué? Au contraire, il y a plus de moyens, il y a plus de tech en France, on ouvre plus la porte aux entrepreneurs. Tu as un bon décalage, en fait, avec toutes ces années pour nous donner un peu de recul là-dessus. Je pense qu'en France, on a une très bonne culture de l'activité de service. Donc, le conseil, les agences, voilà. Il y a plein de startups, dans le digital, il y a plein de startups qui sont créées, non pas sur des produits, mais sur du service. Et en fait, j'ai voulu tout sauf faire ça. Et ma première entreprise, Data Planet, c'était du service digital data. Et là, j'ai voulu créer des produits. Les produits, ça a plein de vertus, évidemment. Il faut y aller parce qu'il faut investir, etc. Mais la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai démarré avec des clients, j'ai pu tout faire en autofinancement. Donc, je n'ai pas eu besoin de lever de fonds jusque-là. Et c'est mon activité qui finance ma croissance, mes investissements, etc. Alors, ça reste... je suis toujours au démarrage. Ouais. J'ai levé des fonds à un moment, en particulier pour l'international, puisque là, pour l'instant, je suis vraiment marché français. Mais il y a un tel engouement actuellement que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans cocher les cases de l'entrepreneur. Ouais. Qui affronte les tant qu'il n'y a pas de levée de fonds, finalement, il n'y a pas d'entreprise. Moi, je ne crois pas ça du tout. D'accord. Oui, c'est quand il y a des clients qu'il y a une entreprise. C'est un peu le point de départ. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à certains entrepreneurs, d'avoir une quête de la levée de fonds avant d'avoir une quête du premier client. Voilà. Donc, nous, on a des revenus, on a de la rentabilité, donc on peut autofinancer. Et donc, voilà. Ton océan est donc bien bleu. Non, mais c'est le début. C'est le début. Alors, je reviens sur un point, parce que tu disais créer des produits a beaucoup de vertus par rapport au monde du service. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Pourquoi créer des produits a plus de vertus que le monde du service que tu as pu connaître avant? En fait, si y a des gens qui nous regardent ou nous écoutent et qui ont créé des agences digitales et qui ont ou qui sont dans le conseil, etc., ils voient bien qu'à chaque fois que tu vends un truc,
En réalité, après, il faut se taffer et le travail est devant toi. Et dans le produit, le travail, tu l'as fait avant. Et en fait, tu capitalises entre tous tes clients sur un même produit, une même solution. Donc, tu as une chance, si tu le fais bien ton travail, pour que ce produit il soit exceptionnel. Et je pense que tu peux amener ton produit et donc ton offre bien plus loin en termes de qualité, en mutualisant sur un ensemble de clients, qu'en faisant mission par mission, un peu du ad hoc, comme on fait quand on fait du software sur mesure, ou etc. Et en fait, ce qui est important dans l'IA, c'est que il y a besoin de capitaliser. Parce que, en fait, une solution IA, c'est une espèce d'édifice de briques technologiques qui doivent évoluer très vite, mais qui marchent entre elles, etc. Et non, on ne peut pas faire un projet IA en 50 secondes en faisant du vibe coding et en se disant, ça y est, c'est bon. Attends. Parce que c'est beaucoup plus que ça, quoi. Alors, on s'arrête là, même si tu vas tu vas assez vite. On n'arrête pas, que ça soit sur les réseaux, LinkedIn surtout, d'entendre des gens dire j'ai codé un site en 3 minutes. J'ai créé ma startup en 30 minutes pour 30 euros. Là, tu me dis l'inverse. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tout ça, c'est que des mots et qu'au contraire, quand on crée une société avec vraiment beaucoup de code à l'intérieur, le vibe coding ne suffit pas, ou en tout cas ne se constitue pas de manière aussi simple que ce qu'il en a l'air. Non, mais le vibe coding, c'est extraordinaire, mais il y a plein de limites et on peut en parler. Mais pourquoi c'est extraordinaire? D'abord parce qu'on a la vision appliquée au développement de ce que sera l'IA dans la vie des gens, dans les entreprises demain, appliquée à tous les domaines. C'est-à-dire que j'ai un assistant à qui, en gros, j'ai une vision claire de ce que je veux faire, je lui dis quoi faire, il le fait. En code, il fait tout. Il faut bien comprendre ça. Alors que, pour l'instant, je sais pas, dans marketing ou en finance, il n'y a pas l'agent absolu qui fait tout. Demain, il y aura ça. Mais entre-temps, on voit déjà, grâce au vibe coding, ce que ça va être. La tech a appliqué à elle-même avant d'appliquer aux autres secteurs ce que sera l'IA. En gros, quand on code avec l'IA, nous, on estime que l'équipe que j'anime de tech, je pense qu'actuellement, elle a une, disons, productivité multipliée par entre 5 et 10. Parce qu'ils font du vibe coding. Ouais, c'est pas 80% de temps gagné, c'est 500% ou 1000%. Donc, à partir de là, c'est indispensable, etc. Mais pour faire un projet à l'échelle qui marche dans les plus grandes entreprises, etc., il faut une robustesse, une architecture, il faut, etc. Donc, si on dit à une IA, vibe code-moi mon projet pour que la plus grande banque française l'utilise ou la plus grande compagnie d'assurance l'utilise, en gros, ça ne marchera pas, quoi. Donc, il y a un sujet d'architecture, de robustesse, de capacité d'une solution à travailler à l'échelle, etc., qui est un savoir-faire humain assisté par l'IA. Mais, Ouais. voilà. Ce que tu dis en quelque sorte, c'est que de toutes les manières, même si tout un chacun peut, dès aujourd'hui, faire un site, maqueter quelque chose, et donc c'est vrai qu'en 5 minutes, on peut faire un site, et c'est vrai que pour 30 euros, on peut faire un site, mais faire une offre, une plateforme SaaS avec des produits qui sont robustes à l'échelle et avec des déploiements au sein des entreprises, ça demande une expertise métier au préalable qui dépasse finalement l'idée même de l'IA ou du vibe coding, finalement, qui doit être pensée en amont. Et ensuite, on va utiliser l'outil vibe coding pour effectivement aller plus vite et augmenter sa productivité. C'est le vibe coding avec des très bons développeurs, c'est incroyable. Voilà. Le vibe coding tout seul, c'est des maquettes. D'accord. C'est un peu comme dans le domaine de la créa, parce que j'ai interviewé Gilles Guéraz il n'y a pas longtemps, et donc il me prenait l'exemple un peu de la caméra en disant voilà, n'importe qui sera doté d'une caméra aussi performante soit-elle ne va pas devenir un réalisateur. Là, c'est pareil. C'est pas parce que je me destine à un outil de vibe coding que je vais devenir un développeur. Donc, je suis un super développeur, je vibe code, je suis un super développeur augmenté par l'IA, et c'est là où on performe complètement. Ouais. C'est ça le point. Ouais, exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est la projection sur, en effet, les autres dimensions de l'entreprise. Il n'y a pas que l'IT ou la tech. Ouais. Et en fait, le vibe, vibe marketing ou vibe finance ou vibe HR, etc., ça va devenir la norme absolue. Et en fait, moi, si j'ai un seul conseil dans ce podcast à donner aux gens, c'est, quel que soit votre métier, regardez comment on vibe code, non pas pour coder, mais pour vous donner une idée de comment votre métier va évoluer, parce que vous allez faire de la vibe finance très très bientôt, et comme ça vous pourrez anticiper.
Mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans la vibe création, dans le vibe marketing? On n'y est pas déjà? En tout cas, dans ces domaines-là, dans les domaines du contenu? Je vois pas. Alors peut-être création, ça commence vraiment pour les créatifs d'avoir des outils, mais si je prends je sais pas, des équipes finance d'un grand groupe, Ouais. ils n'ont pas aujourd'hui 12 agents IA qui travaillent pour eux en parallèle pour analyser leurs données financières, recréer tout leur tableau de bord, etc. Pas encore. Pour toi, ça va venir. Voilà. Et moi, j'essaie de faire des solutions qui aident à ça, hein, par ailleurs. On va y arriver. Tu prédis dans combien de temps, justement, ça? Alors, on est sur le vibe code maintenant, on est aussi sur la vibe créa ou le vibe market, la vibe finance ou quelque part la manière de viber tous nos jobs. 2026, c'est l'année charnière pour ça. Donc, Ok. c'est l'année où tout ça va se mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que pour vibe quelque chose, il faut des modèles qui sont hyper bons en agentique. C'est-à-dire qu'on leur donne une mission et ils sont autonomes dans l'utilisation de tous les outils qui sont à leur disposition dans l'entreprise pour travailler et trouver une solution aux problèmes qu'on leur pose. En fait, ces agents-là, derrière, c'est des modèles, c'est des LLM normaux, hein, comme les LLM de ChatGPT. Mais c'est depuis les tout derniers modèles, donc si on dit les noms, c'est ChatGPT 5.2, Anthropic, Opus 4.5, Gemini 3.0. Voilà. C'est à partir de ces modèles-là qui viennent de sortir qu'on peut faire de l'agentique de manière vraiment aboutie. Et donc, ça s'applique à tout. Donc la vibe finance, elle est maintenant possible. Et donc en 2026, il va y avoir des centaines de solutions qui vont émerger pour faire des trucs comme ça. Alors là, du coup, tu es un homme de com. Demain, tu devrais donner un conseil à une agence de com dans ce monde du vibe code et donc de cette agentique qui s'est développée. Tu conseillerais quoi? Une agence soit actuelle qui doit se transformer, soit une agence qui va se créer? En fait, le sujet, c'est valable pour les agences et pour les entreprises en général. C'est vraiment le sujet de l'entreprise agentique. C'est en gros, c'est quoi les agents que je construis, donc les solutions agentiques que, en gros, j'achète. Je vais pas, ils vont pas faire du développement du jour au lendemain de tout le monde, mais c'est quoi les solutions agentiques que j'achète qui vont me permettre de mettre l'IA à tous les rouages clés de mon entreprise. Donc, si je suis une agence de création, par exemple, il va falloir que j'ai le consommateur et les insights en permanence avec qui je peux interagir. Parce que quand je pense une campagne, ça peut plus être que mes convictions à moi. Bon, bah, comment faire ça? Il se trouve que les modèles d'IA, ils rassemblent toute la connaissance du monde. Et nous, typiquement, hein, on a des solutions qui permettent d'interroger le consommateur en permanence, de faire des focus group en temps réel, etc., etc. Donc, premier sujet pour une agence. Le consommateur au cœur, c'est le point de départ de tout. Et puis après, la création, le planning stratégique, etc., etc. La production. Alors, tu n'as pas commencé par la création, parce que c'est un vrai sujet d'angoisse également. Tu penses vraiment que... alors, les études, on voit bien et on comprend, mais est-ce que tu penses vraiment qu'une agence demain, des créatifs, des directeurs de création, des gens qui réfléchissent stratégie, concept, idées, pourraient être remplacés par des agents? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'acte créatif, c'est quelque chose sur lequel l'IA est vraiment très, très, très nul actuellement. Il sait produire sur un brief, mais il sait pas du tout écrire non seulement il sait pas écrire le brief créatif, mais il ne trouve pas les concepts, etc. Donc, le travail de conception, c'est un travail qui est humain à 100% aujourd'hui. Sinon, c'est un échec. Échec absolu. Il y a eu un concours de dessin de presse qui a été fait, je ne sais pas si tu avais vu ça, pour le New Yorker, Ouais. où on a fait faire des dessins de presse par l'IA et puis en parallèle par des gens, etc. Et ceux de l'IA, c'était vraiment nul, quoi. Ouais. C'était vraiment... Il n'y a pas d'idée. Mais alors, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'idée alors, il n'y a pas d'idée dans l'IA. Je suis d'accord avec toi, hein, et non seulement on le voit, enfin tous les jours, tu as raison, et les belles idées, les grands films et les grandes campagnes, on voit qu'elles ne sont pas boostées à l'IA. L'IA est un outil qui permet d'augmenter la capacité à faire peut-être de belles choses ou en faire beaucoup en moins de temps, mais aujourd'hui ça ne remplace pas. Est-ce que pour toi, ça sera toujours le cas, hein, puisqu'on parle d'AGI, on parle aussi de super IA, ou est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est quand même, on va dire, le précaré de l'humain, et que l'humanité sera quand même protégée de cet envahissement de l'IA? Bah, honnêtement, c'est impossible à dire. On a l'impression que tellement tout est possible là, qu'à chaque fois, tous les jours, il y a un nouveau modèle qui sort, qui est incroyable. Bon, à date, parce que là, il faut raisonner à date. À date, l'acte au sens vraiment conception de la création,
il n'y a pas de vision claire sur la capacité de l'IA à le faire. Après, on parle d'une technologie qui sont les LLM, les modèles de raisonnement, qui sont des LLM améliorés, etc. C'est incroyable dans les faits, mais ça résout pas du tout tout. Enfin, ça a des limites énormes, je veux dire. Ouais. Et techniquement aussi. Et il y a des grandes IA comme Yann Lequin, par exemple, qui essaient d'inventer des modèles différents. Parce que, les world models, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui comprennent l'environnement, par exemple. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le world model, parce que c'est encore difficile de comprendre et d'appréhender en fait, la bonne image, c'est si on fait un robot et qu'on a envie d'avoir un robot chez soi qui comprend son environnement, etc. Si on met un LLM dans ce robot, il y a des essais qui ont été faits. Si on met un LLM dans ce robot en disant il sait ce que c'est qu'un micro, une caméra, il va savoir se déplacer, etc. Et ben en fait, au bout de 30 secondes, il se retrouve par terre et il est foutu. Parce que l'intelligence spatiale, c'est pas du tout un LLM. L'intelligence de l'environnement, c'est pas du tout un LLM, etc. Donc il faut d'autres modèles. Et typiquement, Yann Lequin, qui a quitté donc Meta, est à fond là-dessus et c'est passionnant de le suivre. Et il faut d'autres modèles qui sont entraînés sur l'environnement et pas entraînés sur du texte ou des images ou des vidéos, etc. Enfin, en l'occurrence, lui, il utilise beaucoup la vidéo, mais sur l'environnement et la compréhension spatiale. Bon. L'intelligence, la conception, les idées, c'est peut-être pas le même entraînement que juste apprendre sur des textes. Et voilà, peut-être que concevoir, c'est une autre nature. Donc, c'est pas sûr que les modèles actuels sachent faire toutes les facettes d'un cerveau de créatif en agence. Ouais. Pas du tout. Ouais, d'un cerveau d'être humain même. Et ça, d'être humain. Et d'être humain, parce que c'est quand même extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse autour de ça aujourd'hui. Il n'y a pas une conversation que je n'ai sur l'IA qui ne va pas concerner l'emploi. Et cette grande question qui est de dire, est-ce que ça remplace aujourd'hui? D'ailleurs, c'est une de mes questions aussi. Est-ce que les agents que tu proposes, les services que tu proposes, viennent remplacer quelque part des fonctions au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle on vient te voir? Ou est-ce que c'est au contraire par le haut, c'est-à-dire qu'on va créer plus de valeur avec ça? Tu le disais tout à l'heure, on augmente la productivité, donc on top, on va créer de la valeur. Aujourd'hui, quelle est ton observation là-dessus? Comment tes clients rentrent par l'IA, ou en tout cas, comment tu leur proposes d'y rentrer sur ce sujet-là? En fait, j'ai deux observations enseignements, en gros, sur le sujet. Le premier, c'est que l'IA, certes, elle peut faire gagner en productivité, mais elle fait gagner plutôt en qualité. Enfin, beaucoup en qualité. Premier enseignement, et je vais y revenir après pour expliquer pourquoi je dis ça. Deuxième enseignement, dans l'entreprise, il y a une quantité de tâches sans intérêt qui est absolument considérable et qui est absolument pas valorisée par les gens qui les font, et, voilà. Y compris dans des métiers qui sont censés être des métiers haut de gamme. Exemple, cabinet d'avocat qui fait fusion-acquisition. Bon, quand on fait un sujet comme ça, il y a une énorme partie ultra opérationnelle qui consiste à recopier certains états produits par l'entreprise dans des fichiers Excel pour vérifier que les PNL sont bons, etc. Ultra pénible. Qui le fait? Des gens ultra diplômés. Moi, ce que j'entends dans les cabinets d'avocats, c'est « Ouh là là, énorme problème, les juniors vont être remplacés par l'IA ». Pas du tout. Les juniors, ils vont faire le travail qu'ils devraient faire en réalité, c'est-à-dire un travail intelligent d'emblée. Ouais. Et en fait, toute cette couche de travail pas intelligent, il est automatisable. Certains te diront que ce travail pas intelligent te permet quand même d'être onboardé dans une entreprise, de passer par les étapes difficiles qui te permettent de te former et de mieux ensuite construire la carrière. Mais la formation, c'est pas se contraindre. La formation, c'est faire des choses intelligentes qui stimulent les collaborateurs. Donc, moi, ça, j'y crois pas du tout. Donc, moralité, si les gens arrivent dans l'entreprise, vont directement sur des tâches à plus haute valeur, la valeur du travail produit, ça revient à mon premier point, la valeur du travail produit augmente. On travaille pour une grande entreprise qui est dans le domaine de l'assurance et qui a cette réflexion-là, qui est de dire, bon, certes, on a des gains de productivité, mais on a surtout des gains de valeur, de qualité de ce qu'on fait, de ce qui sort, etc. Parce qu'on a plus de temps pour travailler avec l'IA sur les analyses. Et il y a un retour déjà un peu des collaborateurs ou du service justement des ressources humaines, où il y a un retour collaborateur disant, écoutez, voilà, merci, parce que grâce à ça,
on crée plus de valeur, on travaille mieux, c'est plus fluide. Les tâches, effectivement, qui étaient à faible valeur ajoutée, peuvent être, ce temps-là peut être consacré à autre chose qui crée plus de valeur. Il commence à y avoir un petit peu des retours. Il y a deux types de retours. Il y a un, on est soulagé et en fait, des équipes dans l'entreprise, en gros, quelle que soit l'entreprise, les gens disent que la constante, c'est si seulement on avait plus de temps, on sait exactement tous les trucs incroyables qu'on pourrait faire, mais bon, on est tellement contraint, etc. Il faudrait recruter pour faire plus, mais on peut pas, etc. Et tout d'un coup, ce temps, il est libéré, et donc on peut faire plus, on peut aller là où on veut, etc. Ça, c'est la réaction transversale de tous les gens avec qui je travaille. Donc ça, c'est pour la partie, ça m'enlève des tâches pénibles. Et puis, à la partie, ça m'aide à faire des trucs qui vont beaucoup plus loin. Parce que tout d'un coup, je peux faire, je sais pas, des analyses sur mes données qui sont exhaustives. Je peux interagir avec des clients virtuels en permanence. Et donc, je suis j'ai plus de qualité sur les insights quand je veux comprendre un marché, etc., etc. Et est-ce qu'il y a une erreur fréquente que tu observes chez certains annonceurs, alors sur lesquels tu te déploies ou avec lesquels tu as déjà commencé à échanger, où tu sens que le sujet est mal saisi? En gros, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on veut justement faire un peu cet audit des tâches qui pourraient être automatisées aujourd'hui, de mettre une politique donc d'agents à l'intérieur de mon organisation, d'agents IA? Quelles est un peu les erreurs à éviter dans la manière de prendre cette IA en main? En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent par identifier les use cases. Donc ça, c'est c'est un le grand grand mot, truc. ça, ouais. Donc, mission, cabinet conseil, identification de use case, théorique, paperboard, on écrit, on pense, on imagine ce que l'IA pourrait faire, etc. Ça, je pense que maintenant, il faut arrêter ça. Il faut directement démarrer. C'est-à-dire qu'il faut une solution qu'on prend en test pour nous aider, et puis on arrive avec son travail de la semaine, et on fait un atelier avec des gens qui savent, et qui disent ok, on va d'emblée les mettre dans des outils et on va voir comment on va faire votre travail de la semaine plutôt que de réfléchir d'un point de vue purement théorique. En fait, il y a suffisamment de solutions là pour éprouver tout de suite. D'accord. Donc toi, ton point, c'est pas passer trop de temps à analyser finalement les points de friction dans votre entreprise aujourd'hui. Il y en a. Commencez à onboarder l'IA et vous verrez ensuite, en appliquant l'IA en interne, comment elle va épouser sur les des cas différentes concrets frictions. tout de suite, quoi. Voilà, sans essayer de les théoriser ou d'adapter finalement une IA ou un agent à un use case en particulier, quoi. Ok. Et il y a des secteurs qui sont plus ouverts là dans toutes les entreprises que tu rencontres. Tu sens qu'il y a des profils de société, alors que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de métier ou même de direction à l'intérieur. Comment ça se passe en fait? Quel est le profiling un peu de société et qui tu vas voir en fait? Il y a quoi? Il y a un directeur IA? Comment ça se passe? En fait, il y a plein de clés d'entrée dans l'IA dans les entreprises. Il peut parfois y avoir un directeur IA, mais en fait, tout le monde a envie de se saisir du sujet. Moi, j'aime bien quand dans les entreprises, c'est les gens du business, quoi, qui se saisissent du sujet et qui ont envie, qui le poussent, etc. Quand c'est des services transversaux, à ce moment-là, c'est bien aussi, mais il faut qu'ils soient hyper près du business. Des gens qui ont une vision IA un peu théorique, un peu de savoir, etc., et qui vont sélectionner des solutions de manière un peu abstraite, ça, j'y crois pas trop. Mais quand c'est le business, ça marche. Et en fait, c'est dans tous les secteurs. C'est ça qui est incroyable. C'est que la bascule de l'année dernière, c'est que c'est vraiment tout le monde, quoi. Donc là, c'est pas ce qu'on a vécu, nous, tu sais, dans la révolution de la transformation digitale, où il y avait le directeur du digital. Ensuite, il y a eu la transformation avec l'arrivée des plateformes sociales, et puis tu avais le directeur social. Là, maintenant, il n'y a pas le directeur IA. Si, il y a des directeurs data et IA souvent. D'accord. C'est un truc qui se développe bien. Okay. Et ça marche bien, encore une fois, quand ils sont hyper intégrés dans le business et dans les cas concrets, quoi. Et là, ça marche, ouais. D'accord. Et quel est le temps pour une entreprise pour commencer à ressentir les premiers effets positifs de l'implémentation qu'elle va faire? Est-ce que c'est un effet qui est immédiat ou est-ce qu'il faut attendre quand même un recul, 3, 6 mois, 1 an pour commencer à ressentir les effets? Nous, en fait, avec nos solutions, on fait des ateliers où les gens arrivent, on leur dit arrivez avec votre travail de la semaine. Donc ils viennent, on passe une journée avec eux et à la fin de la journée, ils disent mais en fait, ça y est, quoi, mon travail de la semaine est fait. Et là, quand ils ont compris ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont 5 fois plus vite, par définition. Tout d'un coup, c'est le bonheur, quoi. Et tous les freins sont levés, et ils ont vu le truc fonctionner, ils ont plein d'idées, etc. Donc, en gros, mon point, c'est que en une journée, tu peux transformer un département dans sa compréhension de l'IA, de ses usages, etc. C'est bluffant. Est-ce que tu peux nous citer un exemple concret sur un de tes clients? Alors, d'abord, avant cela, rappelle-nous les différents agents que tu as. Parce que donc, tu as documentaliste, il y a créatif, il y a concepteur-rédacteur. Exactement, ouais. Donc, Adaptive AI, c'est une plateforme qui s'appelle aussi Adaptive AI, dans laquelle il y a en effet tout un ensemble d'agents IA
qui font plein de trucs. Et il y en a un qui est le documentaliste. Alors lui, il fait quoi? Il est connecté à la connaissance de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu le cœur de l'offre d'Adaptive AI, c'est de dire que tous tes documents, toutes tes datas, etc., en fait, ce serait formidable si la connaissance des modèles d'IA, c'était ça. Ouais. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et du coup, quand tu poses une question au documentaliste et que tu lui demandes une analyse, eh ben, il ne va pas halluciner. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les hallucinations de ChatGPT parce qu'il va appuyer ses réponses, uniquement les ancrer dans toute ta connaissance à toi d'entreprise. Et il ne va pas inventer un chiffre. Donc, tu es en sécurité absolue. Et là, c'est le bonheur. Tu peux lui demander ce que tu veux. Il analyse de manière hyper carrée, hyper précise, etc. Donc, ça rend des services incroyables. Tu peux bâtir des plans strat sur la base de tes données si tu veux, ou juste répondre à des questions, ou etc. etc. Voilà, documentaliste, on a un copywriter qui permet aux entreprises de produire du contenu. Donc là, il rédige. Loin de nous l'idée de remplacer les copywriters d'agence, mais dans les entreprises, il y a plein de travail qui est fait par l'entreprise. Oui. Typiquement, voilà. Tous les contenus ne sont pas des contenus publicitaires ou des campagnes de communication. Exactement, il y a des beaucoup tonnes et des d'écriture, tonnes bien et des sûr. tonnes de trucs à produire. Et encore une fois, quand tu produis, je ne sais pas moi, un argumentaire pour un de tes produits, pour tes commerciaux, et que cet argumentaire il est basé sur les vraies fiches produits, que rien n'est inventé, etc., c'est vachement bien, ça marche super bien, etc. etc. Comment tu te situes par rapport à des plateformes? Alors, parce que là, quand tu me citais le documentaliste, je pensais à Notebook LM, tu vois, qui nous propose un peu cette idée-là, de dire on peut mettre un lien, on peut mettre une vidéo YouTube, on peut mettre une documentation d'une entreprise, des PDF, un site internet, enfin énormément de choses à l'intérieur. Et puis, ça va évidemment donc faire tout un travail d'analyse, de segmentation et de présentation avec un studio à côté qui me permet d'avoir en plus des visualisations à travers des dashboards, des vidéos, des podcasts audio. Enfin, c'est assez incroyable. Est-ce que c'est un peu ça ton agent documentaliste ou est-ce que comment ça se passe? C'est un peu ça et beaucoup plus en fait. Parce que, en gros, c'est la même chose mais qui pourrait porter sur 1 million de documents d'un coup. Donc, il y a un effet d'échelle que, évidemment, les solutions de Google n'ont pas du tout parce que c'est notebook, quoi, LM. C'est pas connaissance de l'entreprise LM, quoi. Donc, nous, c'est plutôt connaissance de l'entreprise LM. Et puis, par ailleurs, nous, en fait, le documentaliste, il est intéressant parce qu'il va aller travailler avec tous nos autres agents. Par exemple, on a des agents qui sont animés dans une application qui s'appelle Group Chat et qui permet de poser un problème stratégique à l'IA. Et là, tous ces agents vont travailler ensemble. Ils vont s'organiser. Ils sont basés sur tous les modèles du marché, donc pas que Gemini comme Google, mais tous. On combine la connaissance de tous les modèles du marché pour répondre à tes questions stratégiques. Et ces agents, ils peuvent incarner des experts ou ils peuvent incarner des consommateurs. Et donc, tu peux tout à fait simuler des focus group consommateurs avec ça. Et interagir avec un consommateur, mais aussi avec un groupe de consommateurs, exposer des idées, montrer tes créations publicitaires, avoir des retours, etc. On a fait des tests avec les plus grandes sociétés d'études de marché en France pour s'assurer de la qualité des réponses par rapport à des vrais focus group. Et la zone de recouvrement, c'est 90%. Donc, c'est incroyablement efficace. Donc, finalement, le documentaliste qui va aller se nourrir de cette connaissance, qui va, etc., c'est plus du tout, c'est pas rien à voir avec Notebook LM. Notebook LM, c'est une tâche précise qui est j'interroge un petit ensemble de documents pour poser 3 questions. Là, c'est autre chose. Oui. Bon, c'est un peu réducteur quand même. Mais bon, non, là où je te rejoins, là où je comprends ce que tu dis, c'est que contrairement à Notebook LM, où là, on a une tâche qui est toujours pilotée par une personne et qui va séquencer plusieurs tâches en parallèle, là, dans le documentaliste que tu proposes, on a carrément un aspect métier. C'est-à-dire qu'il va interagir avec d'autres agents en fonction d'une mission qui lui sera attribuée pour obtenir ensuite des données telles qu'on aurait pu le faire dans une session de travail avec d'autres personnes. Donc ça nous fait gagner encore plus en productivité parce qu'il y a un peu du multi-agent qui vient travailler ensemble. Et il va se spécialiser en marketing, en finance, etc. Il va se nourrir éventuellement de sources externes. S'il doit aller piocher dans les réseaux sociaux ce que ne savent pas faire les LLM pour enrichir sa connaissance, nous, notre solution, elle est capable de le faire. Elle va sur LinkedIn, elle va sur Insta, donc elle s'ouvre au monde, en gros, et elle va comme ça faire un 360 sur n'importe quel sujet pour accompagner ta réflexion. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de sécurité des données? Parce que finalement, je pense que pour toute entreprise, se dire que dans n'importe quel LLM, elle va aller mettre des briefs, des documents confidentiels, des documents financiers,
n'importe quel type d'information, c'est quand même ultra dangereux, même s'il y a des fonctions qui, entre guillemets, nous sécurisent sur le fait qu'elles ne soient pas réutilisées par ailleurs et mises dans la grande base de données sur lesquelles l'agent LLM va pouvoir venir travailler. Bon, ça reste un peu compliqué. Donc ça, tu le sécurises, ça, c'est-à-dire tu dis précisément que cet agent-là va travailler de manière circonscrite dans un domaine et que tout ça est bien sécurisé. Ouais, mais typiquement, c'est vrai que quand on met ces documents dans ChatGPT Entreprise ou dans Notebook LM, etc., ben, en fait, on les met dans les mains de sociétés américaines donc pour lesquelles la loi américaine s'applique, avec tous les problèmes que ça peut poser si un jour il y a un juge qui décide que cette donnée, bah, il faut la consulter, bah, tout d'un coup, elle devient publique. Et en tant qu'entreprise, c'est impossible de prendre ce genre de risque. Donc, nous, notre solution, elle est française, elle est hébergée sur des serveurs en France. Il n'y a aucun document, aucun contenu qui sort vers l'extérieur. Et c'est aussi là-dessus qu'on joue beaucoup parce qu'on veut que nos clients ils aient un usage qui les sécurise par rapport à l'IA. Tu parlais de ça, mais tu n'as pas cité Mistral. Est-ce oui, que oui. Mistral est au cœur Oui. de ta plateforme SaaS pour justement aussi voilà, d'être dans le Digital Act ou l'AI Act, c'est-à-dire qu'on respecte aussi un certain nombre de règles qui sont propres à notre continent et voilà, qui ne sont pas forcément adaptées par ailleurs et comme tu le dis, qui pourraient être très 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 dangereuses si c'était mis entre les mains de gens qui voulaient nuire finalement à une entreprise ou à une économie de manière générale. Ouais, exactement. Et donc, nous, tous les modèles sont disponibles dans notre plateforme, dont les modèles Mistral, ce qui est évidemment hyper important pour nous, parce qu'on veut une espèce de capacité à délivrer une solution souveraine, si un client le souhaite, à 100%, au sens française et maîtrisée, et sans risque d'un moment de données qui partent, quoi. Et tu parlais des différents LLM donc, que tu utilisais. Comment ça se passe? Est-ce que parfois, pour limiter par exemple le coût d'un token, automatiquement la solution va choisir le LLM le plus adapté pour qu'il soit le moins consommateur? Alors, comment ça se passe? Alors nous, en fait, on affiche une estimation de la consommation carbone dans toutes les conversations de nos agents. Et donc, quand il y a un agent qui travaille, au fur et à mesure des réponses qu'il fait, on voit combien, c'est une estimation bien sûr, mais si c'est de l'électricité américaine, évidemment, elle n'est pas décarbonée, donc elle est beaucoup plus consommatrice, donc les modèles, etc. Et alors que si c'est un modèle comme Mistral, il va consommer moins, etc. Et donc, c'est plutôt côté utilisateur final. D'accord. C'est pas nous qui auto-optimisons les modèles en fonction des tâches, même si ce serait hyper bien de le faire, mais c'est très sophistiqué. Pour l'instant, on le fait pas. Mais en revanche, l'utilisateur final, lui, il peut faire ses choix. D'accord. Ok, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des entreprises qui décident, elles, de créer leurs propres solutions? C'est ce qu'on entend aussi, certaines entreprises qui disent, attendez, moi je veux être en sécurité totale, donc voilà, je vais moi-même créer ma solution. Est-ce que c'est possible qu'une organisation dont c'est pas le métier puisse développer des plateformes aussi importantes qui nécessitent, j'imagine, des mises à jour permanentes et donc des équipes telles que avec lesquelles tu travailles tous les jours? Nous, on travaille avec plusieurs grandes entreprises qui ont développé une espèce de surcouche des modèles qui en sécurise l'accès. Donc ça, ils ont décidé de le faire eux-mêmes. Et nous, on s'appuie sur cette surcouche pour que notre plateforme travaille. Donc en fait, on s'est rendu compatible avec ces initiatives d'entreprise. Mais si on se disait, c'est quoi le scénario idéal pour une entreprise? Si on se projette, voilà, on est fin 2026, et une entreprise au début de l'année là, qui n'a pas vraiment commencé, et à quoi ça pourrait ressembler son IA chez elle en fin 2026? Déjà, le truc, c'est que sur un certain nombre de fonctions clés, il faut qu'elle ait en place des agents qui sont capables d'interagir avec ces données clés et de permettre à ses collaborateurs d'avoir un accès via l'IA aux données en fonction de leur métier. Donc, il faut un agent marketing qui a accès à toutes les études marketing, toutes les segmentations. Il faut un agent commercial qui a accès à toute la base de données clients, etc. Donc, il faut peut-être 10 agents, un par sujet clé dans l'entreprise. Donc ça, on est à ce moment-là dans l'entreprise agentique. Il faut une infrastructure qui soit souveraine, dans laquelle il se dit, OK, j'ai pas mes données qui risquent de partir aux États-Unis, j'ai pas mes trucs, etc. Je suis en sécurité, etc. Donc, point. Et troisième point, j'ai des collaborateurs qui ont fait plein d'ateliers dans lesquels ils ont, sur des cas hyper concrets, compris le bénéfice. Et donc, pour eux, c'est pas abstrait, c'est pas une contrainte, c'est machin. Ils voient le truc et tout le monde avance. Et ça c'est faisable en une entreprise qui commence maintenant, fin 2026, elle peut avoir les 3 dimensions que je viens de citer. Et d'où l'importance, comme tu le disais tout à l'heure, avec
la pénétration aujourd'hui de l'IA dans la société et dans les entreprises, de le faire vite par rapport au paysage concurrentiel. Souvent, ce qu'on dit, c'est que celui qui n'utilise pas l'IA, c'est celui qui prend un risque majeur sur son emploi parce qu'il ne sera pas augmenté par les capacités de l'IA. C'est pas tant l'IA qui va nous remplacer, mais c'est celui qui l'utilisera extrêmement efficacement, qui remplacera celui, évidemment, qui ne l'aura pas utilisé, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui disent j'utilise l'IA d'un point de vue personnel dans leur vie, avec mes enfants, etc. Ou mes enfants l'utilisent, moi un petit peu. Il y a plein de gens qui disent ça. Je pense que le pas à faire très vite, c'est de dire, OK, maintenant, je vais, vraiment mon job, je vais commencer, même d'un point de vue personnel, à l'utiliser dans mon job, dans mon quotidien. Et là, il y a un petit gap. Mais une fois que les gens se sont dit, OK, je vois le bénéfice, je le ressens, etc., le jour où l'entreprise va avancer sur des projets, ils vont être hyper rapides à y aller. Des early adopters. Toi, à titre personnel, tu utilises quelle IA pour tous les jours? Je sais que tu codes aussi, toi. Donc, est-ce que tu as déjà des petites idées comme ça, où tu as pu coder des choses pour toi-même, pour préparer tes voyages, pour organiser tes repas en famille? Est-ce que tu as un petit côté, derrière ce côté geek, tu as organisé aussi chez toi l'équivalent de ta plateforme, mais à titre personnel? En effet, quand on code, il y a des environnements de vibe coding pour coder avec l'IA. Donc, nous, on est tous équipés avec Cursor, qui est un très très bon environnement. Pour tous ceux qui veulent coder avec l'IA, ça fait partie de ceux qui sont les meilleurs. Ouais. Et après là, j'hésite à franchir le cap parce qu'il y a une solution. Ça va entièrement tout gérer pour toi. Donc, tu l'installes sur ta machine, sur ton ordinateur. Tu laisses ton ordinateur allumé. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent un Mac mini qui laisse allumer juste pour laisser tourner l'agent. D'accord. Et ensuite, il est en communication avec toi, cet agent IA. Il sait tout de toi parce qu'il a accès à tout sur ton ordinateur, donc à tous tes mails, tous tes trucs, ton agenda, etc. Et tu parles avec lui avec WhatsApp ou comme tu veux, tu choisis. Et tu lui demandes de faire des trucs et il fait tout pour toi. C'est le super Siri dont on a rêvé, en fait. C'est ça? Exactement. Et comme il y a une communauté qui travaille à développer des extensions de l'agent, il fait de plus en plus de trucs. Et donc, il y a des gens qui commencent à faire des courses, réserver des voyages, gérer entièrement leur agenda, avoir un assistant personnel au sens vraiment efficace, etc. Et donc, le vibe vie perso, et voilà, ça y est. Ça va être ça. Mais toi, à titre perso, tu fais quoi là actuellement? Il y a déjà des choses que toi, tu pratiques dans ta vie, dans la vie de famille, ou pas du tout? Tu arrives à la maison, tu dis, attendez, moi, je vais pas aller sur ta Non, si. Moi, j'utilise tout le temps, probablement trop pour tout, quoi. D'accord. Enfin, et c'est lequel que tu utilises en particulier? Il y en a un qui émerge plus que d'autres? Ouais, moi, c'est beaucoup perso, c'est beaucoup tout l'environnement ChatGPT. Et professionnellement, quand je code, c'est deux modèles. C'est un modèle qui s'appelle d'OpenAI qui s'appelle Codex 5.2 et Opus 4.5 d'Anthropic. Voilà, bon, c'est les meilleurs, quoi. Ouais. Oui, parce que je lisais aussi que tu codais parfois pour toi-même, ou tu faisais des petits objets comme ça pour rendre service. J'ai lu ça, donc c'est assez intéressant, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas assez avec ton entreprise, il faut aussi que dans la vie perso, tu continues. Oui, j'ai des apps dans l'App Store, on peut rechercher à mon nom. À ton nom, c'est ça? Ouais. Pour les rechercher. Donc toi, en fait, si on devait un petit peu conclure là sur 2026, donc il y a la courbe d'adoption que tu as évoquée pour les entreprises. Donc là, on a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres choses, si tu veux, que tu vois sur 2026 qui vont arriver, qui vont un peu tout bouleverser? On parlait un peu de Géo avant de commencer le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Géo, sur la manière dont ça va aussi changer complètement la manière pour les marques, notamment, d'être en interaction avec leurs consommateurs? C'est-à-dire que oui, on considère qu'il y a à peu près 25-30% des gens en France et dans le reste de l'Europe qui ont vraiment basculé de manière très significative d'une recherche de marques et de produits avec des chatbots IA versus Google. Et cette courbe, elle est pratiquement verticale en termes de taux d'adoption. Donc, il y a un transfert. Et donc, pour une marque, c'est un canal, un nouveau canal qu'il faut absolument maîtriser. Donc, le GEO, c'est Generative Engine Optimisation, c'est la capacité à faire en sorte que ta marque et tes produits ils soient valorisés par ChatGPT, Gemini ou Claude quand des gens disent OK, je cherche une bonne compagnie d'assurance, je viens d'avoir mon permis, ce serait quoi une pas trop chère, quoi. Et donc là, si AXA arrive en premier, c'est formidable pour AXA. Donc il faut tout faire
pour que ça se produise. Et pour tout faire, nous, on a créé une solution qui optimise ça. C'est-à-dire que non seulement qui te fait le diagnostic, ça s'appelle Generative Brand Tracker, non seulement ça te fait le diagnostic, donc ça marche dans le monde entier, ça te fait le diagnostic, donc ça te dit, en fait, là, tu es devant, mais sur tel sujet, en termes de prix, sur tel type de produit, tu es derrière, etc. Ça te fait des plans d'action. Et ensuite, tu as un agent qui implémente les plans d'action pour toi. C'est-à-dire qu'il va chercher toutes tes pages Internet et qui te dit, voilà, je te réécris les contenus, voilà ce que je te propose, parce que là, les LLM, ils n'ont pas vu ça. Or, ce qui va être super fort pour toi, c'est de mettre ça en avant, etc., etc. Et en fait, le GEO, quand on voit l'importance du search et quand on voit l'importance de l'argent dépensé en AdWords par les marques, etc., en fait, tout ça, c'était ancré dans la stratégie et dans les dépenses. Ça va changer, quoi. Mais justement, on parle de business model des médias et de la difficulté qu'ont eu les médias pendant longtemps à trouver une économie, et maintenant qui se fait beaucoup via l'abonnement. Comment tu vois l'évolution du domaine des médias? Parce que si demain, mon information arrive directement via ChatGPT au Gemini, et que finalement, je n'ai plus à aller sur mon application et souscrire un abonnement, ou que finalement, je n'ai même plus à aller sur le site internet et constituer les milliers de vues éventuellement qui seront rentabilisées via des messages publicitaires, comment vont faire les médias? Quelle est un peu ta vision sur l'avenir des médias quand l'information sera aussi accessible, finalement presque peut-être pas brandée et surtout très résumée? Alors pour les médias, il y a du très positif et du très risqué. Le très positif, c'est que quand tu regardes les résultats de recherche, c'est les sources sur lesquelles s'appuient les chatbots IA quand ils recommandent, etc. Ils s'appuient énormément sur du contenu qui vient de sources d'autorité et donc des médias reconnus. Donc, alors que ces médias-là, quand on parlait ils n'étaient pas forcément très cités par Google en dehors du domaine des news. Ah oui. Donc là, c'est pas mal. Bon, a contrario, comme on peut lire toutes leurs informations directement sur... Voilà. Donc, le sujet, c'est de savoir quelle offre ils proposent au regard de ce besoin d'avoir une vision un peu perpendiculaire dans les contenus, c'est-à-dire une capacité transversale d'avoir une compréhension d'un sujet, d'une problématique. Aujourd'hui, il n'y a pas un média en France qui a proposé une solution qui soit interroge. Tu veux que je te parle de la situation aux États-Unis, etc. C'est quoi ce qui t'intéresse? Et je te fais une synthèse de tous mes articles sur un sujet pour te répondre. Il n'y a pas un média qui fait ça. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas l'offre côté média que les gens se tournent vers autre chose parce que c'est une façon extraordinaire de découvrir du contenu. Donc, moi, je dirais aux médias, il faut créer une offre autour de ça. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que pour éviter demain que votre trafic soit, entre guillemets, j'entends, détourné par les robots conversationnels qui vont s'accaparer quelque part votre contenu, intégrez plutôt des agents LLM à l'intérieur de vos sites médias, rendez ce service de synthèse, de compilation de l'ensemble de vos contenus en fonction des requêtes qui seront faites, ce sera le meilleur moyen d'éviter que votre trafic que si, sorte de votre écosystème. Admettons que 10 grands médias référents en France se mettent ensemble, admettons, c'est très théorique parce que en considérant que leur univers de concurrence, c'est pas entre eux, mais c'est vis-à-vis, c'est plutôt les plateformes et c'est plutôt les chatbots. Donc ils se disent, OK, on groupe nos forces, on coupe l'accès à nos contenus, à l'entraînement des LLM et à leur visite via leur moteur de recherche. On coupe l'accès et on crée un vrai produit qui est un chatbot de news. Ça se réfléchit. Je ne sais pas si ça marche, mais ça se réfléchit. C'était aussi une des solutions qui avait été évoquée à l'époque du search tel qu'on le connaît aujourd'hui, quand Google, effectivement, là aussi, ne proposait que ces liens. Et finalement, on a décidé de se dire, non, on va être un peu obligé quand même, que ça soit via Google ou via les réseaux sociaux, de mettre notre contenu, parce que si on le garde que chez nous, finalement, les audiences ne sont pas vraiment là. Donc, je comprends, et c'est une super idée ce que tu évoques, mais je me demande si l'audience, finalement, il ne faut pas aller la chercher là où elle est, et si ça suffirait à finalement la reséduire et la garder dans cet écosystème à la fois très ouvert avec plusieurs médias et puis en même temps très, très refermé, quoi. Parce que c'est vrai finalement que lorsqu'on voit l'évolution de l'IA, à peu près tous les domaines de la société vont être touchés. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est vraiment un aspect transformatif des business models. C'est-à-dire que
Là, contrairement au digital, évidemment, qui nous a tous révolutionnés, qui a donné lieu à de nouveaux services, qui a donné lieu à de nouveaux acteurs et de nouveaux business models, là, l'IA, d'ici quelques années, va peut-être changer complètement notre manière d'interagir ensemble, notre manière de consommer de l'information, notre manière de consommer tout court. Et c'est vrai qu'il faut l'anticiper dès maintenant. Ça fait partie un petit peu des gros enjeux, effectivement, et tu l'évoquais, en 2026, de commencer à être formé et de ne pas avoir ni ce terme, on l'entend un peu souvent, de l'IA fatigue, ni d'avoir peur de l'IA et de éventuellement notre propre obsolescence. Ça, c'est important et donc c'est assez optimiste finalement tout ce qu'on a pu se dire là jusqu'à présent parce que voilà, il faut prendre en main l'IA, savoir comment l'implémenter dans sa vie et puis ensuite demain dans son entreprise pour relever en fait tous ces défis qui arrivent pour nous tous très prochainement, quoi. Après, à chaque grosse avancée on va dire, l'informatique qui commençait à réfléchir, genre l'informatique qui commence à gagner aux échecs, la réaction à l'époque, ça a été de dire, bon, bah ça y est, quoi, on est remplacé, etc. Et à chaque avancée, on croyait qu'on allait être remplacé. Mais vraiment, si on regarde ce que sait faire un LLM par rapport à ce que sait faire un cerveau humain, c'est une infime partie. Il faut quand même se dire ça, quoi. Donc non, on n'est pas du tout remplacé, du tout. On a un super outil entre les mains, mais On en est un aussi. non, mais c'est une sous-partie de ce que c'est faire notre cerveau. Vraiment, hein, c'est très... Non, mais ça pose la question ensuite de notre propre humanité. On voit aussi en entreprise les soft skills qui sont rééclairés et de l'importance que ça a, quoi. Écoute, c'était passionnant, Mathieu. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un régal d'échanger avec toi. La plateforme, il y a des nouveautés aussi, pour conclure, qui seront lancées très bientôt, dont tu peux un peu nous parler maintenant. Ouais, bah, il y a plein de nouveautés et on parlait d'agentique, etc., qui se déploient dans l'entreprise et en fait, des fonctionnalités dans les agents qui sont incroyables qu'on développe là. Par exemple, j'ai un besoin dans mon entreprise et je demande à l'agent et il me fait une application métier directement en quelques minutes basée sur toute la connaissance qu'il y a de l'entreprise. Donc on passe de je comprends tes documents, je réponds, je te fais des années, je te fais une application métier parce que j'ai vraiment compris comment tu travailles. Bon. Donc c'est incroyable et voilà, moi j'adore. Bon, il faut absolument te suivre Adaptive AI parce que c'est absolument, effectivement, incroyable. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta pédagogie, parce qu'on a abordé pas mal de sujets et puis tu as joué le jeu vraiment de nous expliquer, d'essayer de comprendre tout ça et avec beaucoup d'optimisme. Donc vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.